Bienvenue sur la chaîne USA Celebrity Legacy. Au cours des derniers jours, l'Amérique a dit au revoir à plusieurs personnalités remarquables, des icônes dont l'impact se fera sentir pendant des générations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous rendons hommage à leur vie, leurs réalisations et l'héritage qu'ils laissent derrière eux. Si l'une de leurs histoires vous a touché le cœur, veuillez laisser un j'aime pour aider à maintenir leur mémoire vivante. Merci d'être ici. Maintenant, commençons. Patricia Routledge, l'actrice et chanteuse acclamée dont la polyvalence a illuminé la scène et l'écran pendant plus d'un demi-siècle, est décédée le 3 octobre 2025. Elle avait 95 ans. Connue par des millions de personnes pour son rôle inoubliable de Highest Bucket dans la sitcom de longue date de la BBC, Keeping Up Appearances, 1990-1995, Routledge est devenue un nom familier en Grande-Bretagne et au-delà. Son sens du timing comique et sa capacité à équilibrer l'humour et l'humanité ont rendu le personnage emblématique et la série reste l'une des exportations les plus appréciées de la BBC. Elle a bâti sa réputation dans le théâtre de répertoire et dans le West End, recevant les éloges de la critique pour ses performances dans le théâtre dramatique et musical. En 1968, elle a remporté un Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour Darling of the Day, ce qui l'a distinguée comme l'une des rares artistes britanniques à obtenir une reconnaissance transatlantique. Tout au long des années 1970 et 1980, elle est restée un pilier de la scène tout en apparaissant dans des séries télévisées dramatiques, notamment Etty Weintraub Investigates, où elle a montré son éventail de talents au-delà de la comédie. Née à Birkenhead, en Angleterre, en 1929, Routledge a maintenu des liens étroits avec ses racines et a souvent parlé de l'importance du théâtre dans la formation de son art. Connue en privé comme une personne réfléchie et modeste, elle préférait une vie personnelle tranquille en dehors des projecteurs. Son héritage repose sur un ensemble d'œuvres qui ont fait le pont entre la comédie, le théâtre et la chanson, prouvant que le grand jeu d'acteur ne réside pas dans le genre, mais dans la vérité. Pour rendre hommage à sa vie et à sa carrière remarquable, commentez 95, son âge, ou écrivez RIP Patricia Routledge pour honorer une artiste dont l'art a enrichi des générations de spectateurs. Arthur Jones, ancien plaqueur défensif de la NFL et pierre angulaire de la ligne des Ravens de Baltimore, est décédé le 3 octobre 2025 à seulement 39 ans. Repêché de l'université de Syracuse en 2010, Jones s'est rapidement révélé être une force dans les tranchées. Avec les Ravens, il est devenu un contributeur constant, connu pour sa ténacité et sa discipline qui dépassaient souvent les feuilles de statistiques. Sa saison déterminante a eu lieu en 2012, culminant avec la victoire des Ravens au Super Bowl X-Off, où son jeu sur le front défensif a été vital. Plus tard, il a rejoint les Colts d'Indianapolis, ajoutant une présence de vétéran jusqu'à ce que des blessures raccourcissent que sa carrière. Né à Rochester, dans l'État de New York en 1986, Jones faisait partie d'une famille d'athlètes. Son jeune frère Chandler est devenu une vedette de la NFL, tandis que John est devenu l'un des combattants les plus célèbres de l'histoire de l'UFC. Après sa retraite, Arthur s'est concentré sur sa famille et sa communauté. Souvenez-vous, comme un homme humble et accessible, ses amis se souviennent de sa chaleur et de ses efforts pour encadrer les jeunes athlètes, leur enseignant que la discipline et la résilience comptent autant que le talent. Arthur Jones nous quitte beaucoup trop tôt, mais son parcours témoigne de son dévouement et de sa persévérance. Son héritage perdurera dans l'histoire des Ravens, la fierté de sa famille et les fans qui l'admiraient. Pour honorer sa mémoire, les partisans peuvent écrire RIP Arthur Jones ou afficher le numéro 39, un salut silencieux à l'âge auquel il a quitté ce monde. Jane Goodall, dont le travail de terrain avec les chimpanzés a changé à jamais la science et la conservation, est décédée le 1er octobre 2025. Elle avait 91 ans. Ses recherches marquantes ont commencé en 1960 dans le parc national de Gambestrim en Tanzanie. Sans formation scientifique formelle à l'époque, elle a enregistré des comportements, l'utilisation d'outils, les liens sociaux et les expressions émotionnelles qui ont révolutionné l'étude des primates et remodelé notre compréhension du lien
entre les humains et les animaux. En plus de ses recherches, Goodall a créé des institutions qui ont élargi sa mission. Le Jane Goodall Institute, créé en 1967, soutient la conservation et les programmes communautaires. Roots and Shoots, son réseau international de jeunes, encourage les élèves du monde entier à s'engager dans des projets pour les animaux, les gens et l'environnement. Elle a également publié des livres et donné d'innombrables conférences, devenant l'une des voix les plus reconnaissables dans le domaine de la défense de l'environnement à l'échelle mondiale. Née à Londres en 1934, elle a manifesté une fascination pour la faune dès son enfance. Elle a ensuite obtenu un doctorat de l'université de Cambridge, l'un des rares jamais décernés sans diplôme de premier cycle. Admirée pour sa modestie, elle passait souvent la majeure partie de l'année à voyager pour partager son message de conservation. Les contributions de Jane Goodall restent une pierre angulaire de la science moderne et de l'action environnementale. Partagez vos réflexions, un souvenir ou tapez simplement RIP Jane Goodall pour rendre hommage à une scientifique qui a incité des générations à protéger la nature. Claudia Cardonal, l'actrice italienne dont la carrière a chevauché le cinéma d'art et d'essais européens et les superproductions internationales, est décédée le 23 septembre 2025. Elle avait 47 ans. Née à Tunis en 1937 de parents siciliens, Cardonali est entrée dans le monde du cinéma à la fin des années 1950, l'âge d'or du cinéma italien. Elle est devenue célèbre grâce à ses performances acclamées par la critique dans Rocco et ses frères, 1960, et Le Guépard, 1963. Des films qui l'ont établi comme l'un des plus grands talents de sa génération. Le public international l'a rapidement accueilli dans des œuvres majeures telles que La Panthère rose de Sergio Leone, 1963, et Il était une fois dans l'Ouest, 1968, où sa présence imposante l'a établi comme l'une des figures emblématiques du cinéma mondial. Au cours des décennies suivantes, elle a travaillé en Italie, en France et à Hollywood. Ses réalisations ont été reconnues par de nombreux prix David Donatello, le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra de Venise, l'Ours d'Or au Festival de Berlin et un prix pour l'ensemble de sa carrière à Cannes. En dehors du cinéma, Cardonali a utilisé sa voix pour lutter pour les droits des femmes et les causes humanitaires, démontrant ainsi son influence bien au-delà de l'écran. Connue pour sa voix distinctive, sa beauté naturelle et sa force tranquille, elle a contribué à façonner l'image internationale du cinéma italien. Claudia Cardonal a laissé derrière elle non seulement une œuvre importante, mais aussi un héritage mondialement reconnu et durable. Commenté 87, son âge ou écrivez repose en paix Claudia Cardonal pour vous souvenir d'une étoile dont l'art a façonné une époque. Ramo Girone, l'éminent acteur italien dont la présence imposante a traversé le théâtre, la télévision et le cinéma, est décédé le 3 octobre 2025. Il avait 76 ans. La carrière de Girone s'est étendue sur 5 décennies, marquée par la polyvalence et la profondeur. Il est devenu un nom familier en Italie pour son interprétation de Tano Caridi dans la série télévisée de longue date La Piovra, la pieuvre, un rôle qui a fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables du théâtre italien. Né le 1er décembre 1948 à Asmara, en Érythrée, alors une colonie italienne, Giron a déménagé en Italie où il a développé son art sur scène avant de passer à l'écran. Parmi ses rôles notables, on peut citer son apparition dans The Best Offer 2013, réalisé par Giuseppe Tornatore et Ford v Ferrari 2019, où il a joué l'industriel italien Enzo Ferrari, présentant ainsi son talent à un public mondial. Malgré son succès, Girone était connu pour son humilité et son dévouement à son art plutôt qu'à sa gloire personnelle. Il a su équilibrer sa vie artistique avec sa famille en gardant son univers privé à l'abri des projecteurs, tout en revenant toujours à la scène et à l'écran avec authenticité. Ramo Girone laisse derrière lui une œuvre qui a enrichi la culture italienne et qui a résonné bien au-delà de ses frontières. Ses performances, que ce soit dans des productions théâtrales intimes ou dans de grands films internationaux, témoignent du pouvoir durable du personnage et de l'histoire.
Commentez 76 son âge ou écrivez Rip Ramon pour honorer l'acteur dont l'art a façonné le cinéma national et international. Jim McNeely, pianiste de jazz, compositeur et pédagogue respecté, est décédé le 26 septembre 2025 à l'âge de 75 ans. Il a d'abord été reconnu dans les années 1970 comme pianiste de l'orchestre Thad Jones Mel Lewis, où son toucher subtil et sa ligne élégante se sont distingués. Il a ensuite rejoint le Stan Getz Quartet et le Phil Woods Quintet, se bâtissant une réputation d'interprète polyvalent qui combinait une compétence technique profonde avec un sens aigu de la conversation musicale. Son travail au piano était admiré pour sa précision et son expressivité. Au cours de sa carrière, McNeely est devenu un compositeur et arrangeur influent. Il a dirigé le Frankfurt Radio Big Band et collaboré avec le Danish Radio Big Band et a beaucoup écrit pour le Vanguard Jazz Orchestra à New York. Des albums tels que Group Therapy 1992 et Barefoot Dances and Other Visions 2018 ont mis en valeur son imagination et ont été mis en nomination aux Grammy Awards, ce qui a confirmé sa réputation d'innovateur moderne. Né le 18 mai 1950 à Chicago, il a étudié à l'Université de l'Illinois et a ensuite consacré des décennies à l'enseignement. En tant que professeur à la Manhattan School of Music, McNeely a encadré d'innombrables étudiants, les aidant à trouver leur propre voie dans le jazz. Bon nombre de ses élèves ont poursuivi d'importantes carrières, ce qui témoigne de sa patience et de ses conseils en sa mémoire. Ajoutez votre voix en commentant 75 ou écrivez simplement Rip Jim McNeely pour reconnaître non seulement un musicien brillant, mais aussi un professeur qui a façonné l'avenir du jazz. James Mitchum, l'acteur américain et fils aîné de la légende hollywoodienne Robert Mitchum, est décédé le 20 septembre 2025 à l'âge de 84 ans. Né le 8 mai 1941 à Los Angeles, en Californie, Mitchum a grandi dans l'orbite d'Hollywood. Il a fait sa première apparition à l'écran dans Thunder Road 1958, jouant le frère cadet de son père dans la vraie vie. Cette performance a lancé une carrière qui allait s'étendre sur plusieurs décennies du cinéma américain. Dans les années 1960 et 1970, Mitchum a bâti son propre curriculum vitae en dehors de l'ombre de son père, en jouant dans des films tels que The Beat Generation 1959, Ambush Bay 1970 et Moonrunners 1975, le film qui a inspiré la série télévisée The Dukes of Hazzard. Il est également apparu dans des westerns et des drames de guerre qui ont capté les genres populaires de son époque et a travaillé avec des réalisateurs et des acteurs notables de l'époque. Bien qu'il n'ait jamais recherché la même notoriété que son père, Mitchum s'est taillé une carrière stable marquée par le professionnalisme et une détermination tranquille. Il a su équilibrer sa vie d'acteur avec ses engagements familiaux, préférant un profil plus bas que la gloire hollywoodienne qui l'entourait. James Mitchum laisse derrière lui une filmographie qui reflète à la fois les possibilités et les défis de grandir dans une famille hollywoodienne légendaire. Pour le public, on se souviendra de lui comme d'un acteur qui a porté le nom de Mitchum avec dignité et qui a contribué de son propre corps d'œuvre à l'héritage du cinéma américain du milieu du XXe siècle. Commentez 84, son âge, ou écrivez simplement Rip James Mitchum pour honorer un acteur qui a fait progresser un héritage hollywoodien avec résilience et respect. Frank Caprio, le juge de télévision bien-aimé dont la compassion et l'équité ont fait de Caught in Providence un phénomène national, est décédé le 20 août 2025 à l'âge de 88 ans. Dès le moment où des extraits de son tribunal municipal ont commencé à circuler. Caprio s'est démarqué non pas par ses décisions sévères, mais par son empathie. Les fans chérissaient la façon dont il écoutait patiemment, posant souvent des questions sur les accusés, les familles ou les circonstances avant de rendre son jugement. L'un de ses moments les plus inoubliables est survenu lorsqu'il a rejeté une contravention pour un père en difficulté après avoir entendu le plaidoyer de son jeune fils. Cet échange touchant est devenu viral, devenant un symbole favori des fans de la façon dont l'humanité pouvait exister même dans la loi. Caprio a été juge en chef de la cour municipale de Providence pendant près de 4 décennies.
Mais au-delà du banc, il est devenu un nom familier lorsque Caught in Providence est passé de la télévision locale à une émission diffusée à l'échelle nationale. Des millions de personnes ont syntonisé l'émission, non pas pour des questions juridico-techniques, mais pour la chaleur, l'humour et la sagesse qu'il apportait dans chaque affaire. Son slogan « Vous êtes devant moi, mais je vois la situation dans son ensemble » reflétait sa conviction que la justice doit tenir compte des gens et pas seulement des pénalités. Né le 23 novembre 1936 à Providence, dans le Rhode Island, Caprio a grandi en tant que fils d'immigrants italiens. Il a étudié au Providence College de la Suffolk University Law School, puis a bâti une carrière qui a su équilibrer le droit, la politique et le service public. Il a également enseigné, encadré et investi profondément dans sa communauté en collectant des bourses Gaumont d'études et en soutenant les jeunes de la région. Ses collègues se souviennent de son humilité, disant souvent qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait. Même après sa retraite, l'influence de Caprio s'est répandue en ligne où de courts extraits de ses décisions ont été partagés à l'échelle mondiale. Dans des pays éloignés du Rhode Island, les téléspectateurs s'émerveillaient de l'idée d'un juge dont la salle d'audience semblait moins intimidante et plus comme une conversation avec un voisin sage. Son exemple a remis en question la façon dont les gens percevaient la justice, montrant que la miséricorde et la responsabilité pouvaient cohabiter. Pour sa famille, ses collègues et des millions de fans, on se souviendra toujours de Frank Caprio non seulement comme d'un juge, mais aussi comme d'un enseignant, d'un voisin et d'un symbole de gentillesse au sein du système. Son héritage est plus qu'un simple précédent juridique, ce sont les innombrables sourires, larmes et leçons retenues par ceux qui l'ont vu prouver que la compassion, même dans une salle d'audience, peut changer des vies. Connu par des millions de personnes comme le juge du peuple, Frank Caprio a apporté gentillesse et compassion à la salle d'audience, à la télévision. Pour honorer son héritage, commentez 88 son âge ou écrivez simplement RIP Frank Caprio. Kelly Mack, l'actrice américaine surtout connue pour son rôle d'Addie dans The Walking Dead, est décédée à l'âge de 33 ans. Bien que son passage dans l'industrie ait été bref, elle a laissé une impression durable grâce à son talent, sa chaleur et la profondeur émotionnelle qu'elle apportait à chaque performance. L'un des moments les plus mémorables de sa carrière est survenu avec son interprétation d'Addie dans la saison 9 de The Walking Dead. En tant que jeune survivante de la communauté de Hilltop, l'interprétation nuancée de Mack a su capter l'humanité et la fragilité de la vie dans un monde post-apocalyptique. Son travail a trouvé un écho auprès des fans, ajoutant une couche de sincérité à une série définie par des enjeux élevés et des conflits moraux. Né le 10 février 1992, Mack a grandi avec une passion pour les arts et a commencé à jouer dans des projets indépendants avant de décrocher des rôles à la télévision et au cinéma. Au-delà de The Walking Dead, elle est apparue dans des séries comme Ozark et Chicago Med et était un visage familier dans des courts-métrages qui mettaient en valeur sa polyvalence et son engagement envers son art. Hors de l'écran, Mack était connu pour sa gentillesse, son humilité et son dévouement aux causes qui lui tenaient à cœur. Ses amis et collègues se souviennent d'elle comme de quelqu'un qui apportait de la lumière sur tous les plateaux sur lesquels elle travaillait, traitant tout le monde, des acteurs aux membres de l'équipe, avec un respect et une chaleur authentiques. Kelly Mack est décédée le 2 août 2025 après une bataille privée contre la maladie. Son décès à un si jeune âge est une perte déchirante pour la communauté du divertissement, mais ses performances témoignent de son talent et de son esprit. Même après son décès, les fans continuent de revoir son travail, se souvenant de la force tranquille, de la sincérité et de l'authenticité qu'elle a apporté à ses rôles. Son héritage, bien que tragiquement court, perdurera dans les personnages auxquels elle a donné vie et dans les cœurs qu'elle a touchés en cours de route. Bobby Kane, une figure centrale du mouvement des droits civiques, dont le courage tranquille a marqué un tournant dans l'éducation américaine, est décédé le 29 septembre 2025. Il avait 82 ans. Ken est né en 1943 à Clinton, dans le Tennessee. En 1956, à seulement 18 ans, il est devenu le premier étudiant afro-américain à obtenir son diplôme d'une école secondaire publique entièrement blanche du Sud, soutenue par l'État.
Sa réalisation est survenue après la décision Brown contre le Conseil de l'éducation et dans le contexte de protestations et de menaces qui ont ébranlé sa communauté. Malgré la violence et l'intimidation, Ken a maintenu le cap déterminé à revendiquer le droit à l'éducation garanti par la loi. Son diplôme est devenu une étape importante et c'est dont les historiens se souviennent comme l'un des premiers tests de la déségrégation scolaire dans le Sud et un phare pour le mouvement national. Par la suite, il a servi dans l'armée américaine et a mené une vie modeste axée sur le travail, la foi et la famille. Bien qu'il n'ait pas recherché la célébrité, Ken a souvent partagé son histoire avec les jeunes générations, leur rappelant le coût du progrès et l'importance de la résilience. Bobby Kane laisse derrière lui un héritage de courage qui résonne bien au-delà de Clinton. Son histoire reste un élément fondamental sur lequel s'est construit le progrès vers l'égalité. Écrivez RIP Bobby Kane ou commentez 82 son âge pour honorer un homme dont la détermination a remodelé l'histoire de l'éducation américaine. Chuck Norris, un nom qui ne fait pas qu'écho dans les couloirs du temps, mais qui rugit à travers les générations comme le battement de tambour constant du destin. Il n'est pas simplement un acteur, ni seulement un artiste martial, il est un mythe vivant, un symbole gravé à la fois dans le cinéma et dans la culture. Son duel immortel avec Bruce Lee dans La Voix du Dragon est devenu plus qu'une scène de combat. C'est devenu un affrontement éternel de philosophie, la force rencontrant la force, l'esprit mettant à l'épreuve l'esprit. Et puis il y a eu Walker, Texas Ranger, où semaine après semaine, sa présence portait le poids de la justice, offrant au public non seulement du divertissement, mais aussi l'assurance que la justice pouvait prévaloir pour des millions de personnes à travers le monde. Chuck Norris n'était pas confiné aux limites du cinéma ou de la télévision. Il était l'invincibilité incarnée, la définition même du courage, un homme dont les poings frappaient comme le tonnerre, mais dont la volonté brûlait plus fort que le feu. Pourtant, derrière la légende de fer se cachait un être humain marqué par les ombres. Malgré tous ses triomphes, son cœur portait des blessures que peu pouvaient voir. Voir son propre frère tomber au combat, voir les liens familiaux se défaire sous la pression de la violence et de la pauvreté. Ce n'étaient pas les batailles mises en scène pour la caméra, c'étaient les vraies guerres de son âme, laissant des marques que même le temps ne pouvait effacer. Et maintenant, à 85 ans, alors que le crépuscule aurait dû lui apporter la sérénité, une autre tempête s'est levée tranquillement. Ce n'est pas le rugissement de la bataille ou l'éclat des lumières de la scène, mais le poids silencieux de l'âge et des souvenirs qui pèsent sur lui, lui rappelant ainsi qu'au monde entier que même les héros ne peuvent échapper au dernier chapitre de la vie. Si Chuck Norris a déjà suscité votre esprit, si ses rôles ont déjà rehaussé votre courage dans les moments de doute, que ce soit un moment d'hommage. Appuyez sur « J'aime », laissez un commentaire, partagez un souvenir, car les légendes peuvent sembler immortelles, mais elles vivent le plus longtemps dans les histoires que nous gardons en vie. L'homme vénéré par des millions de personnes a commencé sa vie non pas comme un guerrier, mais comme un garçon fragile. Un garçon qui a grandi dans les couloirs sombres d'un foyer brisé. Carlos Ray Norris, né en 1940 à Ryan, en Oklahoma, a connu les difficultés avant même de connaître les applaudissements. Son enfance n'a pas été peinte dans les couleurs vives de la joie, mais dans les tons atténués de la survie. Chaque craquement des planches du plancher portait une tension. Chaque nuit apportait la peur au lieu de la paix. Là où d'autres enfants rêvaient librement, le seul rêve du jeune Chuck était de survivre. Son père, Ray Norris, est revenu vivant de la Seconde Guerre mondiale, mais pas entier. Marqué et perturbé, il s'est tourné vers l'alcool à la recherche du silence, pour les voix de la guerre, mais chaque verre de whisky est devenu une étincelle qui a mis le feu à l'intérieur de la maison. Pour Chuck, il n'y avait pas de douces étreintes d'un père, seulement les nuages orageux de la colère, de l'imprévisibilité et de la violence. Dans ses mémoires, Against All Odds, Chuck avouera plus tard avec une honnêteté brutale que son père était un modèle négatif, quelqu'un qu'il a juré de ne jamais devenir. Sa mère, Wilma, est devenue le pilier inébranlable dans le chaos. Une femme qui a protégé ses 3 fils avec rien d'autre que du courage et de la foi.
Elle était l'héroïne discrète, celle qui cachait un précieux billet de $5 dans l'espoir de nourrir ses garçons, pour que Rai rentre chez lui en titubant et s'en empare, écrasant la petite sécurité qu'elle s'efforçait de préserver. Les plus petites choses, l'eau qui goûte, une porte qui se ferme, pouvaient se transformer en tempête quand Rai était ivre. La famille est devenue prisonnière de la peur, marchant sur des œufs, se préparant à la prochaine explosion. Certaines nuits se sont transformées en cauchemars si terrifiants qu'ils sont devenus des cicatrices à vie. Chuck se souvenait des moments où son père, consumé par l'alcool, forçait la famille à monter dans la voiture et annonçait qu'il les ramenait en Arizona, zigzaguant imprudemment sur la route pendant que sa mère sanglotait et le suppliait d'arrêter. Ces souvenirs ne se sont pas estompés avec le temps. Ils sont restés gravés dans l'âme de Chuck, lui rappelant que ses premières batailles ne se sont pas déroulées dans des arènes, mais dans l'obscurité de sa propre maison. La pauvreté était une compagne implacable. Chuck se rappelait souvent que ses seuls modèles étaient les cow-boys qu'il voyait dans les matinées du samedi. Un billet coûtait seulement $0,1. Pourtant, même cela était un luxe qu'il pouvait rarement se permettre. Quand il le faisait, il regardait les héros du grand écran galoper à travers les plaines, incarnant le courage, la force et l'honneur. Pendant un bref instant, le jeune Chuck pouvait s'imaginer comme l'un d'eux. Mais quand le film se terminait, les lumières s'éteignaient et la marche de retour à la maison commençait. Les ombres revenaient, avalant ses fantasmes. La réalité attendait, dure et inflexible. Et pourtant, à partir de ces morceaux brisés de l'enfance, de ce creuset de peur et de désespoir, une légende se forgeait lentement. Chuck Norris n'est pas né l'homme invincible que le monde allait un jour acclamer. Il a été façonné par la douleur, raffiné par les difficultés et construit sur une base de bataille silencieuse que personne n'a applaudi. Son histoire n'est pas seulement celle des triomphes de Marshall et de la gloire hollywoodienne, c'est l'histoire de la résilience elle-même. Alors que les années 1950 avançaient, la tragédie est de nouveau descendue sur la famille Norris avec une cruauté impitoyable. Le père de Chuck, déjà accablé par l'alcool et l'instabilité, a causé un accident dévastateur qui a coûté la vie à une âme innocente. La conséquence a été une peine dans un camp de travail, une punition dont la famille espérait qu'elle forcerait la transformation. Pourtant, à son retour, leurs fragiles espoirs ont été anéantis. Rien ne s'est amélioré, sa consommation d'alcool s'est intensifiée, sa colère a éclaté plus violemment et les petites étincelles de foi que ses enfants nourrissaient se sont éteintes. Pour le jeune Chuck, douloureusement timide, maladroit à l'école et déjà accablé par des sentiments d'isolement, la honte d'un foyer brisé pesait sur lui comme un poids suffocant. Alors que les autres enfants vivaient dans la chaleur du rire, Chuck ne ressentait que le froid de la survie. La solitude d'un garçon marqué par le silence et la peur. À l'âge de 14 ans, la peur avait atteint un point de rupture. Un soir, dans une tempête de rage et de violence, Chuck a fait un choix qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à faire. Les mains tremblantes, il a saisi un marteau et s'est interposé entre son père et sa mère. La seule source d'amour inconditionnel qu'il ait jamais connue, il n'était qu'un garçon. Pourtant, à ce moment-là, il est devenu un bouclier. Son corps fragile, une barrière contre le chaos de la fureur de son père. La vue de sa mère pleurant de terreur et le son de la colère ivre de son père ont laissé des cicatrices trop profondes pour s'estomper. Cette nuit n'a pas mis fin aux tourments, mais elle a marqué un vœu silencieux. Chuck a juré qu'il ne deviendrait jamais le genre d'homme qui lui faisait peur, qu'il deviendrait le contraire de la tempête qu'il avait endurée. Ce vœu, fait dans le cœur tremblant d'un adolescent, façonnerait un jour chaque étape de son parcours. En 1956, lorsque Chuck avait 16 ans, Wilma, sa mère, ne pouvait plus supporter le cycle de la douleur. Rassemblant tout le courage qu'elle avait en elle, elle a rassemblé ses 3 garçons et s'est enfuie vers l'ouest, en Californie, laissant derrière elle un mari consumé par ses propres démons et un passé trop lourd à porter. C'était un acte décisif qui a sauvé sa famille, un acte de bravoure dont Chuck se souviendrait pour le reste de sa vie. Dans les années suivantes, il parlerait d'elle avec vénération, déclarant « Ma mère était le pilier de force qui nous a gardés ensemble quand tout s'effondrait. En effet, elle était la lumière qui le guidait à travers un tunnel d'obscurité.
Sa résilience lui a appris que la survie était possible et qu'il y avait peut-être quelque chose de plus grand au-delà de la misère de leur passé. Pourtant, les cicatrices de ces années étaient permanentes. Elles sont restées non pas comme des blessures qui ont guéri, mais comme des rappels gravés dans son âme. La peur, la honte, le chagrin, ils étaient trop profonds pour être effacés, mais dans leur cruauté, ils l'ont forgé. De cette fournaise de souffrance, Chuck Norris a gagné de l'acier dans son esprit. Une résilience si inflexible qu'elle étonnerait un jour le monde. Des cendres d'une enfance brisée s'est élevé l'homme que le public appellerait invincible. Pour des millions de personnes, il serait un héros, un symbole d'endurance et de courage. Mais sous la légende se cachait un enfant qui avait autrefois tremblé dans l'ombre de la violence. Son triomphe n'est pas né du privilège ou de la facilité, mais des coins les plus dévastateurs de son enfance. Sortant de ce creuset, Chuck a désespérément cherché un endroit où l'ordre pourrait remplacer le chaos, où la discipline pourrait faire taire la tempête qu'il habitait. Il aspirait à un sanctuaire où la force pourrait être cultivée non pas comme de la colère, mais comme de la protection, non pas comme de la destruction, mais comme un but. Le garçon qui avait autrefois levé un marteau de peur commençait maintenant à chercher des outils qui construiraient une vie définie non pas par les ténèbres de son père, mais par la lumière que sa mère lui avait donnée. Cette recherche de discipline, de sens et de maîtrise de soi est devenue la première étape vers l'homme que le monde révérerait un jour, non pas simplement comme un combattant à l'écran, mais comme un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain. Et en 1958, à seulement 18 ans, cette recherche l'a conduit à s'enrôler dans l'US Air Force, où il a été stationné en Corée du Sud et a été confronté aux arts martiaux pour la toute première fois. Le garçon timide et introverti, qui avait autrefois arpenté les couloirs de l'école en se sentant invisible, se tenait maintenant devant le monde discipliné du taekwondo et du judo. Et bien que ses premiers pas aient été maladroits et gauches, quelque chose s'est agité en lui, une reconnaissance que c'était la voie où la faiblesse pouvait être décomposée et reconstruite en force, où la peur pouvait être repoussée en résilience. Il s'est entraîné avec une intensité implacable, tombant encore et encore sur les tapis de la base aérienne d'Osan, mais se relevant toujours avec la détermination douloureuse de ne plus jamais se sentir impuissant. Plus tard, de ce que Chuck se souviendrait, j'étais un enfant très timide, pas très sportif, pas un brillant élève à l'école, mais les arts martiaux m'ont donné une identité. Cela m'a donné une raison de croire en moi. Cette graine fragile plantée en Corée s'est transformée en le feu qui allait définir sa vie. Lorsque son service a pris fin et qu'il est retourné en Californie en 1962, il a emporté avec lui non seulement la discipline d'un militaire, mais aussi une obsession brûlante pour les arts martiaux. Déterminé à transformer cette passion en gagne-pain, il est devenu policier militaire, puis a fait un acte de foi en ouvrant sa toute première école de karaté, une modeste devanture de magasin où il enseignait à une poignée d'étudiants tout en s'efforçant de payer les factures. La pièce était souvent presque vide, les planches du plancher résonnaient sous ses propres pas lorsqu'il balayait les tapis et attendait les étudiants qui ne venaient parfois jamais. Un rappel déchirant que les rêves ne se construisent pas du jour au lendemain. L'argent était rare, les doutes étaient bruyants. Pourtant, la foi de Chuck dans l'art et en lui-même n'a jamais faibli, parce que dans son cœur, il savait qu'il se battait pour plus que la survie. Au début des années 1960, il a commencé à participer à des tournois de karaté, déterminé à se tester, mais les résultats y ont été dévastateurs au début. Des défaites écrasantes qui l'ont laissé meurtri, humilié et hanté par la peur de ne jamais être assez bon. Chaque défaite était un professeur cruel, un écho dévastateur de son impuissance infantile. Mais au lieu d'abandonner, Chuck est retourné au dojo soir après soir, pratiquant chaque coup de pied, chaque frappe, chaque position, jusqu'à ce que son corps devienne une arme aiguisée non pas par un talent naturel, mais par une pure force de volonté. Entre 1964 et 1967, les revers ont été douloureux, mais ces défaites mêmes ont forgé l'acier de son caractère, le martelant en quelque chose d'incassable. Puis, en 1967, à 27 ans, Chuck Norris a remporté son premier championnat majeur et ce qui a suivi a été extraordinaire.
Il a commencé à dominer le circuit du karaté avec une précision implacable, détenant le titre de champion de karaté professionnel des poids moyens pendant 6 années consécutives. Pourtant, son ascension n'a jamais été mesurée uniquement en trophées. Elle a été mesurée dans la transformation d'un garçon autrefois paralysé par la peur en un homme défini par la discipline, la persévérance et une détermination inébranlable. Il a créé de nombreuses écoles de karaté à travers les États-Unis et dans chacune d'elles, il enseignait plus que des coups de pied et des coups de poing. Il enseignait le respect, la persévérance et la force intérieure. Des valeurs qui ont inspiré d'innombrables jeunes étudiants qui, comme lui, cherchaient un moyen de surmonter leurs propres difficultés. Chuck avouera plus tard: « Chaque défaite m'a fait mal, mais chacune d'elles m'a poussé plus près de l'homme que je voulais devenir. J'ai réalisé que perdre n'était permanent que si on abandonnait, et je n'allais pas abandonner. » Ce qui avait commencé comme le rêve fragile d'un garçon pauvre et effrayé était devenu une réalité vivante. Un héritage qui se construit coup par coup, jour après jour. Au moment où les années 1970 ont pointé, Chuck Norris ne faisait plus que survivre. Il s'élevait non seulement comme un combattant, mais comme un symbole, prouvant que même les défaites les plus déchirantes et les cicatrices les plus profondes de l'enfance pouvaient donner naissance à la grandeur lorsqu'elles étaient rencontrées avec discipline, foi et une volonté inébranlable. Des tapis poussiéreux, des tournois de karaté à la lueur impitoyable des lumières d'Hollywood, l'ascension de Chuck Norris dans le cinéma a été tout sauf sans effort. Et son plus grand tournant est arrivé en 1972 quand, à seulement 32 ans, le destin l'a placé en face de Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Leur affrontement légendaire à l'intérieur du Colisée de Rome était plus qu'un combat, c'était le choc des titans, la rencontre de deux mondes. Et bien que le public ait haleté à chaque coup, derrière la gloire, Chuck portait une peur obsédante que l'histoire ne se souvienne de lui que comme de l'homme que Bruce Lee a vaincu. Pourtant, ce qui aurait pu devenir une ombre d'humiliation s'est transformé en un tremplin vers la grandeur. Car le public n'a pas oublié son intensité, sa précision, sa présence même, et Hollywood n'a pas pu ignorer l'arrivée d'une nouvelle force. Pourtant, le chemin était cruel et incertain, et le succès au cinéma n'était jamais garanti. Et après ses débuts explosifs, Chuck a fait face à la réalité brutale d'Hollywood à la fin des années 1970, un champ de bataille bondé de géants comme Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Ces films ont souvent trébuché avant de trouver leur place, le laissant se battre non pas avec ses poings, mais avec patience et une persévérance implacable pour prouver que sa voix et sa vision avaient leur place. Ce n'est qu'en 1978, avec Good Guys Wear Black, quand Chuck avait 38 ans, qu'il a finalement touché la corde sensible que l'Amérique attendait. Incarnant le héros propre sur lui, discipliné, qu'une nation agitée aspirait à voir, il est devenu la réponse à une fin culturelle. À partir de là, les rôles se sont multipliés avec un élan punitif. The Octagon en 1980, Lone Wolf McQuade en 1983, Portée disparue en 1984, Code du silence en 1985 et Delta Force en 1986. Chaque film le solidifiant non pas seulement comme une star des arts martiaux, mais comme un symbole vivant du patriotisme rude et de la justice inflexible. Les spectateurs ont applaudi le combattant invincible à l'écran. Mais pour Chuck, chaque triomphe était imprégné d'une tristesse trop profonde pour que les applaudissements l'effacent, parce qu'à chaque fois qu'il portait l'uniforme d'un soldat ou qu'il entrait dans le chaos de la bataille, les souvenirs de son jeune frère, Wayland, tué au Vietnam à seulement 21 ans, revenaient avec une force dévastatrice. Chuck a avoué un jour « Sa mort a laissé un trou dans mon cœur qui ne guérira jamais ». Et peu importe les millions que ces films ont rapportés, son cœur portait des blessures que le box-office ne pourrait jamais réparer. Les victoires éblouissantes des années 1981 ont été construites non seulement sur la compétence et le charisme, mais sur une base de chagrin, d'endurance et d'une volonté de faire de transformer la tragédie en pouvoir. Et c'est ce qui a donné à ces performances un poids que les spectateurs ressentaient dans leur âme, même s'ils n'ont jamais su la vérité derrière ses yeux. Tout au long des années 1980, il s'est imposé comme la vedette américaine du cinéma d'action.
Un homme dont les poings semblaient sculptés dans l'acier, dont la présence calme et stable rassurait une nation aspirant à des héros. Pourtant, derrière la caméra, Chuck a fait face à des batailles d'un autre genre. Des horaires de tournage épuisants, des blessures dues à des cascades qui ont laissé son corps endolori et le lourd tribut d'être loin de sa famille pendant des mois. La célébrité comme le combat exigeaient des sacrifices. Et tandis que le monde voyait un homme d'une puissance inébranlable, Chuck luttait tranquillement contre la fatigue, la solitude et le prix écrasant de maintenir son image héroïque en vie. Pourtant, sa résilience aiguisée dans la douleur de l'enfance et la discipline martiale l'ont fait avancer. Et en 1993, à l'âge de 53 ans, un nouveau chapitre a commencé qui l'immortalisera à jamais. Walker, Texas Ranger. Pendant 8 saisons consécutives jusqu'en 2001, Chuck a incarné Cordell Walker, un policier texan dont les points de justice et la moralité inébranlable sont devenus des symboles domestiques à travers l'Amérique et bien au-delà. La série a été diffusée dans plus de 100 pays, transformant Chuck Norris en une icône mondiale. Son nom est devenu synonyme de force, d'honneur et d'invincibilité. Les enfants l'admiraient comme le héros qui ne pouvait pas tomber. Les adultes admiraient la discipline calme de sa présence. Et même si les parodies et les blagues se sont répandues dans la culture pop, elles n'ont fait que amplifier la profondeur de son influence. Pourtant, même à ce sommet rayonnant, la cruelle vérité a perduré. La célébrité ne pouvait pas effacer le chagrin, les applaudissements ne pouvaient pas faire taire la mémoire, et bien qu'il se soit tenu plus grand que jamais auparavant, Chuck Norris portait toujours les cicatrices invisibles de chaque perte et de chaque sacrifice qui avait pavé son chemin vers la gloire. Le sommet de sa carrière a été éblouissant, imparable, inoubliable, mais sous les projecteurs, il y avait toujours l'ombre obsédante d'un homme qui avait combattu des tempêtes que le monde ne verrait jamais complètement. Un homme dont les plus grandes victoires n'étaient jamais seulement à l'écran, mais dans la résilience inébranlable qui lui a fait se relever encore et encore lorsque la vie a essayé de le démolir. Chaque fois qu'il revêtait l'uniforme d'un soldat à l'écran, les applaudissements étaient tonitruants. Mais dans le silence qui suivait, Chuck était tenté par un champ de bataille beaucoup plus personnel. Un champ de bataille où le coup cruel de la guerre avait arraché quelqu'un qu'il aimait plus que tout. Son jeune frère, Vand, avait toujours été l'esprit dynamique de la famille, celui qui apportait le rire dans les pièces assombries par les luttes de leur père, mais il portait aussi une prémonition obsédante. Il a murmuré un jour qu'il ne croyait pas qu'il vivrait jusqu'à son 27e anniversaire. Des mots qui semblaient n'être rien de plus qu'une mélancolie juvénile à l'époque, mais qui sont devenus une prophétie impitoyable quand, en 1970, alors qu'il servait au Vietnam à seulement 21 ans, cette ombre est devenue réalité. Wand, en tête d'une patrouille, a été le premier à voir l'ennemi guetter. À cet instant, il a crié un avertissement, un cri désespéré pour sauver ses camarades et ce faisant, a sacrifié sa propre vie. C'était un acte de courage stupéfiant, la mesure ultime du dévouement. Mais il a laissé derrière lui une dévastation que les mots ne pourraient jamais pleinement saisir. Pour Chuck, qui avait passé sa carrière à incarner des guerriers et des sauveurs à l'écran, il s'agissait d'un héroïsme si brut, si déchirant qu'aucune performance, aucun scénario, aucune caméra ne pourrait jamais s'en approcher. Le télégramme qui est arrivé a brisé la famille Norris, leur mère, qui avait déjà mené ses enfants à travers la pauvreté et la violence, était maintenant confrontée à la cruauté insupportable de survivre à son fils. Chuck a avoué plus tard que cette perte avait creusé une blessure dans son âme que le temps ne pourrait jamais réparer. Un trou qu'aucune quantité de gloire, de fortune ou d'applaudissements ne pourrait combler. Sa mort a laissé un trou dans mon cœur qui ne guérira jamais, a-t-il admis des années plus tard, et ces mots n'étaient pas une exagération, mais la vérité simple et dévastatrice. Dans les années 1980, alors que ces films attiraient des millions de personnes dans les salles de cinéma et que le rugissement des applaudissements suivait chaque victoire à l'écran, Chuck Norris portait en lui un chagrin privé qui ne relâchait jamais son emprise. Pour le public, il était le guerrier intrépide, le soldat indestructible qui avançait dans le feu et la fureur sans broncher.
Mais chaque fois qu'il revêtait un costume, chaque fois qu'il levait un fusil pour un rôle, et chaque fois qu'il mettait en scène une autre bataille devant les caméras, il ne faisait pas simplement une performance. Il revivait le fantôme de son jeune frère, Van. Les échanges de tirs mis en scène, les ordres criés, les explosions tonitruantes, tout cela le ramenait à 1970, à cet unique moment impitoyable où la guerre a traversé un océan et a arraché un morceau de son âme. La cruelle vérité du Vietnam est qu'elle n'a pas seulement enlevé la vie d'un soldat de 21 ans dans la jungle, elle a également volé la paix de chaque jour qui a suivi pour la famille laissée derrière. Pour Chuck, la mort de Van est devenue une blessure invisible qu'il portait dans chaque triomphe, l'ombre derrière chaque sourire, la douleur silencieuse cachée sous les projecteurs les plus brillants. Il avait enduré les brutes quand il était enfant, grandi dans la pauvreté et s'était frayé un chemin à travers des défaites écrasantes dans des tournois de karaté. Mais rien ne se comparait à la dévastation de perdre le frère qui s'était tenu à ses côtés dans leur foyer brisé. Van était plus qu'un frère. Il faisait partie de l'être même de Chuck. Et lorsque la guerre l'a dépouillé, elle a laissé un silence qu'aucune gloire, aucun applaudissement, aucune gloire cinématographique ne pourrait jamais noyer. Pourtant, dans cet abîme de chagrin, quelque chose d'inattendu a pris racine, une détermination inébranlable. Si Van pouvait sacrifier sa vie pour protéger ses camarades, Chuck ne pouvait pas permettre au désespoir de le consumer. Il continuerait non seulement en tant que combattant et acteur, mais en tant que gardien vivant de la mémoire de son frère. Ces films sont devenus plus que des histoires d'action et de vengeance. Ils sont devenus à leur manière des hommages à Van. Chaque soldat stoïque, chaque guerrier discipliné, chaque protecteur imparable était le reflet du frère qu'il avait perdu et des valeurs qu'il souhaitait maintenir en vie. Les spectateurs ont vu un homme d'acier invincible, mais ce dont ils étaient vraiment témoins, c'était du chagrin transformé en force, l'amour fraternel refaçonné en fer. Le sacrifice de Van n'a jamais cessé de faire mal, mais il a façonné Chuck en l'homme que le monde révérerait, un homme qui a prouvé que même les légendes saignent, même les héros pleurent et certaines blessures restent ouvertes à jamais, peu importe la brillance des lumières de haut de la gloire. Mais la vie n'avait pas fini de le tester. Si la guerre avait volé son frère sur un champ de bataille lointain, un autre chagrin l'attendait beaucoup plus près de chez lui. Non pas dans le rugissement du combat, mais dans le démêlage tranquille de l'amour. En 1958, à seulement 18 ans, Chuck avait épousé sa chérie du lycée, Diane Holicek. Pendant 30 ans, à travers la pauvreté, la lutte et la gloire croissante, leur mariage a été l'encre dans son monde en proie aux tempêtes. Ensemble, ils ont construit une famille en élevant 2 fils. Mike, né en 1962, et Eric, né en 1965. Les garçons ont grandi en regardant leur père se transformer d'un champion de karaté à une star de cinéma d'action hollywoodienne, portant à la fois fierté et admiration pour l'homme qui semblait imparable. Mais la gloire n'est jamais douce. Les exigences implacables des plateaux de tournage, les voyages sans fin d'une ville à l'autre et la pression écrasante de maintenir l'image d'un héros ont tous pesé lourdement sur le mariage. Ce qui avait été autrefois un havre de paix est lentement devenu tendu sous le poids de l'absence et des blessures non dites. En 1988, après 3 décennies, le lien s'est finalement rompu. Pour Chuck, c'était une blessure différente tentée de toute cicatrice de bataille, un brisement de la fondation à laquelle il avait fait confiance pendant la moitié de sa vie. Il a décrit la séparation comme un choc dévastateur, un tremblement de terre qui l'a laissé dériver sans la compagnie sur laquelle il s'était appuyé pendant 30 ans. Cette fois, il n'y a pas eu d'embuscade ennemie, seulement le silence d'un foyer brisé. Et peut-être que la coupure la plus profonde de toutes était de savoir que ses fils ont dû assister au démêlage de la seule famille qu'ils aient jamais connue. Comme si cette perte ne suffisait pas, une autre révélation est bientôt arrivée. Cette fois, non pas avec la violence de la guerre, ni le silence du divorce, mais avec le poids silencieux d'une lettre. Une jeune femme nommée Dana, née en 1962, a contacté Chuck avec des mots qui ont tout changé. Elle était sa fille,
L'enfant d'une brève relation pendant son service militaire, la nouvelle l'a frappé avec le choc à la fois de la culpabilité et de l'émerveillement. Voici une autre vie entrelacée avec la sienne. Un enfant qu'il n'avait pas connu, maintenant devenu adulte, portant son sang et son histoire sans jamais avoir partagé sa présence. Pour un homme déjà aux prises avec le chagrin, la gloire et des liens familiaux fracturés, cette révélation était à la fois un fardeau et un cadeau. Un rappel que le passé ne reste jamais enterré et que la vie continue de tester la force même des hommes les plus forts. Pendant 26 ans, elle avait vécu toute son enfance et sa jeunesse sans lui, sa mère ayant gardé la vérité cachée pour éviter de perturber son mariage. Pour Chuck, maintenant âgé de 48 ans et se remettant d'un divorce, le moment où il a lu ces mots était à la fois indéniable et insupportable. Il a regardé son visage et s'est vu lui-même. Et avec cette reconnaissance est venue une avalanche de culpabilité qui l'a presque écrasé. Sa foi lui avait enseigné le poids de la fidélité et de la responsabilité. Et maintenant, il se sentait marqué par la honte de l'absence, par les années qu'il ne pourrait jamais récupérer. Il a contacté Dana et sa mère avec humilité, demandant pardon, mais aucun acte de contrition ne pouvait effacer la question obsédante de ce qui aurait pu être s'il avait été présent pendant son enfance. Il avouera plus tard que même si Dana est devenue qu'une bénédiction dans sa vie, il ne pouvait échapper au fardeau du regret pour les années perdues, un regret qui persistait même si leur lien se renforçait. C'était un type de cicatrice différent, une cicatrice non sculptée par la violence ou la guerre, mais par les choix, le silence et le passage impitoyable du temps. Pour l'homme qui avait construit sa légende sur l'image de l'invincibilité, ces révélations ont dépouillé l'armure. Elles ont révélé le cœur fragile d'un père qui avait échoué et qui ne pouvait qu'espérer guérir grâce à l'honnêteté et à l'amour. C'était un autre rappel que même ceux qui semblent incassables portent des regrets aussi lourds que n'importe quel champ de bataille. Des regrets qui murmurent ce qui a été perdu bien avant d'être trouvé. Comme si le destin ne l'avait pas assez testé avec la perte d'un frère et l'effondrement de son mariage, un autre coup cruel l'attendait. Cette fois-ci non pas en famille, mais en amitié, dans le rare lien de confiance qu'il avait trouvé au-delà du sang. À la fin des années 1980, Chuck Norris a noué un lien profond avec Lee Atwater, le stratège brillant et charismatique dont l'esprit vif et l'énergie sans bornes semblaient inébranlables. Ils formaient un couple improbable, l'un une icône des arts martiaux, l'autre une étoile montante de la politique américaine, mais ils partageaient une camaraderie facile, des nuits de conversation, de rires et le genre de confiance que seuls les vrais amis connaissent. Pour Chuck, Lee n'était pas seulement une connaissance, mais un confident, quelqu'un qui lui rappelait que même dans le tourbillon de la gloire, il n'était pas seul. Puis, en mars 1990, l'impensable s'est produit. Alors qu'il prononçait un discours, Lee s'est soudainement effondré devant un public choqué. Quelques heures plus tard est tombé le verdict dévastateur des médecins, une tumeur cérébrale inopérable, une sentence écrite en silence. Il n'avait que 39 ans, une carrière fulgurante et un avenir qui aurait dû s'étendre sur des décennies. Et pourtant, en un instant, tout a été arraché. Pour Chuck, entendre ces mots, c'était comme se tenir au bord d'une falaise. En regardant le sol s'effondrer sous ses pieds, il avait vu la mort sur le champ de bataille à travers son frère. Mais c'était différent. C'était un ami vibrant et brillant qui fixait soudain un destin qu'aucun guerrier ne pouvait combattre. Au cours des mois qui ont suivi, Chuck a rendu visite à Lee et ce qu'il a vu s'est gravé dans sa mémoire. L'homme autrefois imparable dont la voix remplissait autrefois les pièces a été réduit à des murmures, l'étincelle brillante dans ses yeux s'est estompée, son énergie juvénile s'est évanouie à mesure que la maladie le consumait. Chuck a décrit plus tard d'une visite en particulier où il s'est penché et a embrassé le front de son ami, puis est sorti de la pièce et a fondu en larmes, accablé par la cruauté de voir quelqu'un d'aussi vivant se défaire si rapidement. En mars 1991, un an seulement après son effondrement, Lee Atwater est décédé à l'âge de 40 ans. Pour Chuck, ce n'était pas seulement la perte d'un ami, mais l'effondrement d'une illusion
que la force, le charisme, voire la brillance pouvaient protéger quiconque de la mortalité. Si cela pouvait lui arriver, cela pourrait m'arriver, a admis Chuck plus tard. Une réalisation effrayante qui a dépouillé les dernières couches d'invincibilité auxquelles il croyait autrefois. C'est à ce moment-là que Chuck, l'homme que des millions de personnes considéraient comme indestructible, s'est retrouvé face à face avec la fragilité de la vie elle-même. Les applaudissements du public, les trophées, la gloire, tout cela semblait éphémère, à l'ombre d'un cercueil abaissé beaucoup trop tôt. Pour un homme qui avait construit sa légende sur l'endurance et le triomphe, la mort de Lee était un miroir lui montrant que le temps est impitoyable et la vie terriblement fragile. Et pourtant, même dans ce chagrin, Chuck a puisé dans le souvenir de son ami une résolution plus profonde. Il a choisi de vivre avec un but, de chérir ceux qu'il aimait, de comprendre que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de valoriser chaque instant avant qu'il ne s'échappe. La mort de Lee Atwater a gravé une autre cicatrice dans le cœur de Chuck Norris, une cicatrice qui murmurait la mortalité et la perte, mais lui a également rappelé que même dans le chagrin, l'amitié laisse derrière elle une lumière qui ne peut pas être éteinte. Si la perte de son frère l'avait marqué, si la perte de son mariage l'avait ébranlé et si la perte de son ami l'avait forcé à affronter la mortalité, rien ne se comparait au jour où il a réalisé que la plus grande bataille de sa vie se livrerait non pas sur un écran ou dans un ring, mais au chevet de sa femme bien-aimée. Après des années de solitude, Chuck avait retrouvé le bonheur en rencontrant Gina O'Kelly, une ancienne mannequin, et l'a épousée en 1998. Elle avait 23 ans de moins que lui, une présence radieuse qui a ravivé sa joie à l'âge de 58 ans. En 2001, ils ont accueilli des jumeaux Dakota et Dan Lee. Et pendant plus d'une décennie, leur maison a été remplie des rires des enfants et de la paix dont Chuck avait longtemps rêvé. En 2013, Chuck avait 73 ans et Gina 52 ans. Ensemble avec leurs jumeaux, ils semblaient vivre un second printemps de bonheur, un chapitre de paix et de renouveau après des années de tempête. Pourtant, le destin implacable et impitoyable a frappé de nouveau. Cette année-là, Gina a subi ce qui était censé être une simple IRM, une précaution, avec un colorant de contraste conçu pour protéger sa santé. Au lieu de la protéger, elle a causé une dévastation. Le gadolinium utilisé dans la procédure sera plus tard lié à une condition cruelle et mal comprise, la maladie de dépôt de gadolinium qui a laissé son système nerveux sous une attaque implacable. En quelques jours, sa vie a été transformée en un cauchemar éveillé. Le corps de Gina a commencé à trembler de manière incontrôlable, ses muscles s'affaiblissant au point que même la marche est devenue une lutte. L'engourdissement s'est répandu dans ses membres et sa voix autrefois vibrante affaiblie, se brisant en silence alors que la parole elle-même lui échappait. La femme que Chuck adorait, la mère radieuse de ses jeunes enfants, s'évanouissait sous ses yeux. Les médecins ont cherché désespérément des réponses, mais chaque jour n'a fait qu'approfondir l'agonie. Pour Chuck, chaque couloir d'hôpital, chaque machine bourdonnante, chaque nuit passée à la regarder se battre pour respirer, est devenu un champ de bataille plus terrifiant que tous ceux auxquels il avait été confronté à l'écran. Il a investi plus de 2 millions de dollars dans des traitements à la poursuite de remèdes à travers le pays. Mais l'argent ne pouvait pas restaurer ce qui avait été volé. Chez lui, son cœur portait une douleur dont aucune gloire ne pouvait le protéger. Dans des interviews, il avouerait plus tard en larmes « Elle est en train de mourir juste devant moi ». Pour des millions de personnes, il était toujours le héros indestructible de Walker, Texas Ranger. Mais derrière les portes closes, il n'était qu'un mari désespéré, arpentant les planchers d'hôpital, priant pendant des nuits blanches, serrant sa main en silence, voulant qu'elle reste. La gloire et les films sont devenus insignifiants. Les projecteurs se sont éteints alors que Chuck a complètement abandonné Hollywood, renonçant à des décennies de gloire pour consacrer tout son être à la femme qu'il refusait de laisser partir. Pour Gina, autrefois rayonnante de santé, la perte d'indépendance était écrasante. Elle a vu l'homme qu'elle aimait tout sacrifier, sa carrière, sa richesse et sa vie publique pour sa survie. Ce sacrifice témoignait de son dévouement, mais aussi d'une culpabilité qui a approfondi sa souffrance. Et pour leurs jumeaux, qui n'avaient que 12 ans à l'époque, l'innocence de l'enfance a été à jamais marquée
par les visites à l'hôpital et la vue obsédante de leur mère en agonie. Ils ont vu leur père pleurer pour la première fois, un moment gravé dans leur cœur, leur enseignant que la vraie force n'est pas l'absence de larmes, mais l'amour qui les anime. Les années qui ont suivi ont été des épreuves implacables, des traitements expérimentaux, des séjours interminables à l'hôpital, des voyages transcontinentaux à la recherche de réponses. Ils se sont même tournés vers la Chine dans un espoir désespéré, en cherchant une thérapie à base de cellules souches lorsque la médecine conventionnelle n'offrait aucune solution. Chaque revers menaçait d'écraser leur morale, pourtant Chuck a refusé d'abandonner. La discipline forgée dans les arts sautés martiaux, autrefois utilisée pour conquérir des tournois et des méchants à l'écran, a maintenant alimenté une bataille beaucoup plus sacrée, le combat pour la vie de Gina. Il n'était plus le guerrier dans les films, il était le guerrier à la maison. La victoire ne se mesurait plus en trophées ou en chiffres au box-office, mais dans l'endurance de l'amour. Dans chaque jour, elle pouvait sourire à nouveau, dans chaque petit signe que l'espoir vivait encore. À travers tout cela, le monde a commencé à voir un Chuck Norris différent. Dépouillé de l'armure du mythe et de l'illusion de l'invincibilité, il a révélé la forme la plus vraie, la plus humaine de la force. Pas le genre qui vainc les ennemis avec des poings d'acier, mais le genre qui s'agenouille à côté d'une femme souffrante et murmure en larmes « Je ne pars pas ». Pour ses fans, il avait été le visage de la justice et du pouvoir. Pour Gina, il était le gardien qui ne lâchait jamais prise, l'ancre qui maintenait leur famille unie dans la tempête la plus sombre. L'épreuve l'a brisée de manière que le public ne pouvait pas voir. Pourtant, elle l'a aussi révélé de manière qu'aucun film ne pourrait jamais le faire. La douleur de voir Gina souffrir est devenue son plus grand chagrin, mais aussi son témoignage le plus profond. Que les vrais héros ne sont pas des guerriers immortels sur un écran, mais des maris, des pères et des amis qui restent inébranlables lorsque la vie frappe le plus fort. Son dévouement à Gina a prouvé que l'amour est la force la plus puissante de toutes, plus grande que la douleur, plus forte que le désespoir, assez puissante pour emmener une famille à travers la nuit la plus profonde. Et ainsi, la légende de Chuck Norris a été réécrite non seulement dans les pages du cinéma, mais dans le silence des chambres d'hôpital, dans l'endurance du mariage et dans la vérité inébranlable que l'amour lui-même est la victoire ultime. À 45 ans, Chuck Norris vit dans un monde qui apparaît calme, presque idyllique à ceux qui regardent de l'extérieur. Ses journées se déroulent tranquillement dans son vaste ranch à Navasota, au Texas. Des centaines d'acres de large, parsemés de lacs et de pâturages, où pestent des chevaux et où l'horizon semble infini sous le ciel du sud. C'est un sanctuaire évalué à des dizaines de millions. Mais pour Chuck, sa valeur réside moins dans les dollars que dans la paix fragile qu'il offre. Ici, il a construit non seulement une maison, mais aussi une entreprise en embouteillant de l'eau de source pure sous la marque Seaforce, un héritage qui découle de la terre elle-même. Chaque lever de soleil sur les champs ouverts murmure la sérénité. Pourtant, chaque coucher de soleil porte l'écho des batailles que le temps ne pourra jamais effacer. Sous la surface calme, le poids des décennies, des triomphes et des tragédies persiste comme des ombres qui ne partiront pas. Au-delà du ranch, il détient d'autres propriétés, dont une maison près de Dallas. Sa fortune, estimée à plus de 70 millions, témoigne de décennies de victoires en arts martiaux, de superproductions hollywoodiennes, de célébrités à la télévision et d'entreprises qui se sont étendues au-delà de l'écran. Mais mesurer Chuck Norris par sa richesse, c'est le mal comprendre complètement. L'argent peut acheter des hectares de terrain, des maisons, même des traitements lorsque la maladie frappe, mais il ne peut pas racheter le temps. Il ne peut pas effacer les cicatrices de la perte ou faire taire les fantômes qui reviennent dans le calme de la nuit. Pour Chuck, les chiffres ne l'ont jamais défini. La mesure la plus juste de sa vie réside dans la résilience forgée par la douleur et le dévouement qu'il a manifesté envers ceux qu'il aime. Ses journées tournent maintenant autour de Gina O'Kelly, sa femme et partenaire depuis plus de 2 décennies. Bien qu'elle ait trouvé une certaine stabilité après des années de maladie, les cicatrices de sa crise de santé restent gravées dans sa vie. Chuck ne la quitte jamais longtemps. Vigilant, tendre et d'une féroce discrétion, il vit chaque jour avec la conscience que le temps est fragile,
que chaque moment passé ensemble est précieux et ne doit pas être gaspillé. Pour le monde extérieur, il est toujours l'icône stoïque de Walker, Texas Ranger. Mais à la maison, il est simplement un mari dont le plus grand rôle est de veiller sur la femme qu'il aime. Leurs jumeaux, Dakota et Danley, nés en 2001, sont maintenant de jeunes adultes qui entrent dans le monde à 24 ans. Ils ne sont pas des enfants d'Hollywood élevés sur les tapis rouges ou sous les projecteurs des studios, mais de jeunes personnes façonnées par le sacrifice, par les épreuves de la souffrance d'une mère et la vue du dévouement inébranlable d'un père. Pour Chuck, ils sont à la fois une bénédiction et un miroir, la preuve que même lorsque la vie est marquée par le chagrin, l'amour peut créer une deuxième chance. Il a dit que voir leur rire suffit à lui rappeler pourquoi il a enduré les années les plus sombres. Et pourtant, en tant que père, il sait que leur vie a également été marquée de manière indélébile par les couloirs d'hôpital, les prières murmurées et la vulnérabilité brute de voir la force se plier mais jamais se briser. Mais l'âge est un champ de bataille qu'aucun guerrier ne peut conquérir. L'homme qui incarnait autrefois la force indestructible ressent maintenant la trahison de son propre corps. Ses entraînements sont plus lents, ses arts martiaux plus doux, sa carrure autrefois de fer s'est adoucie avec le temps. Chaque douleur dans ses articulations, chaque moment de fatigue ressemble à un cruel rappel de la légende qu'il incarnait autrefois. Il s'est retiré de la vie publique, choisissant la solitude plutôt que les caméras, mais il y a des nuits où le silence du ranch pèse plus lourd que les applaudissements les plus forts qu'il ait jamais reçus, car dans ce silence, les fantômes reviennent. Willan, le frère mort au Vietnam, Diane, la femme qu'il a perdue par le divorce, Dana, la fille dont il a manqué l'enfance, Lee Atwater, l'ami dont le génie a été interrompu par la maladie, et Gina, dont la lutte pour la survie a laissé des cicatrices dans leurs deux âmes. À 85 ans, ses souvenirs ne s'estompent pas. Il s'aiguise, murmurant tout ce que le temps a pris, lui rappelant que même les légendes ne peuvent échapper à la perte. Et pourtant, au cours de ces années crépusculaires, Chuck Norris a découvert ce qui pourrait être sa plus grande leçon. L'invincibilité n'a jamais consisté à ne jamais tomber, il s'agissait de se relever encore et encore après chaque chute. Son héritage n'est pas seulement écrit dans les films ou gravé dans l'histoire des arts martiaux, mais dans l'amour tranquille et persistant qu'il a donné. Il soutient toujours les causes qui lui tiennent à cœur. Plus particulièrement, Kickstart Kids, le programme qu'il a fondé en 1990 pour donner aux enfants à-Trissisques la discipline, la confiance et l'espoir que les arts martiaux lui ont autrefois donné. Le combattant qui a autrefois vaincu les méchants à l'écran livre, maintenant des batailles plus discrètes, offrant à la prochaine génération les outils nécessaires pour résister aux difficultés avant qu'elles ne puissent les briser. Et ainsi, l'homme autrefois mythifié comme incassable vit maintenant entouré de terre, de famille et de la beauté fragile du temps emprunté. Son ranch se dresse comme une forteresse de paix. Mais à l'intérieur de ses murs, son cœur porte toutes les cicatrices. Pour le monde, Chuck Norris reste un symbole de force. Pour sa famille, il et ses gardiens, mari et père, l'homme qui a tout abandonné par amour, et pour lui-même, il n'est plus la légende de l'invincibilité, mais un homme qui a appris que la dignité, le dévouement et l'amour peuvent transformer même les tempêtes les plus cruelles de la vie en lumière. Si Chuck Norris vous a déjà inspiré, si ses batailles et ses triomphes ont touché votre âme, honorez-le maintenant. Laissez un « j'aime » en guise d'hommage, un geste de respect pour un homme qui a porté à la fois la gloire flamboyante de la célébrité et les chagrins les plus lourds de la vie. Car en fin de compte, Chuck Norris est la preuve vivante que la plus grande force sur Terre n'est pas la force ou la gloire, mais l'amour lui-même.